Bonjour à toutes et à tous. Madame la préfète, Madame la présidente, je saluais toutes les personnalités présentes sans reprendre effectivement l'énumération parce que sinon ça mordrait sur mon temps de parole, mais je n'en pense pas moins et je suis très heureux de parler devant cette nombreuse et variée assistance. Alors, je vais essayer là, maintenant à mon tour de manière, je crois, complémentaire. En tout cas, on a essayé de se concerter pour que ce soit le plus complémentaire possible avec Serge Baricha, vous présenter quelques aspects de cette réforme qui concerne plus spécifiquement la Chambre du contentieux. Alors, la Chambre du contentieux, c'est tout d'abord une nouvelle juridiction qui a des caractéristiques assez spécifiques, puisque c'est une chambre de la Cour des comptes qui est le juge de premier ressort donc, de ce nouveau régime dont nous avons commencé à parler, qui donc connaît de la responsabilité de l'ensemble des gestionnaires publics, que ce soit des gestionnaires de niveau national ou des gestionnaires locaux. C'est une chambre qui est composée à parité de magistrats de la Cour des comptes et de magistrats de Chambre régionale des comptes, ce qui est une nouveauté aussi absolue. Il n'y avait jamais eu de chambre de la Cour des comptes composée de cette manière-là. Et c'est important parce que ça rejoint ce que Serge Baricha disait à l'instant sur le champ de compétences, sur l'origine des déférés. Beaucoup de déférés viennent des chambres régionales des comptes à l'heure actuelle, une proportion plus élevée en tout cas que de la Cour des comptes elle-même. Et donc il est très important que cette chambre, pour instruire les dossiers et pour les juger, comporte un nombre équivalent de magistrats de la Cour des comptes et de magistrats de chambre régionale, les seconds connaissant bien sûr particulièrement bien le secteur public local. Donc le rôle de la Chambre, c'est à la fois d'instruire, alors d'instruire les affaires dès lors qu'elles ont pris un tour contentieux, évidemment, en amont, il peut y avoir d'autres formes de contrôle et d'instruction, mais en tout cas d'instruire les dossiers contentieux lorsque nous sommes saisis par le procureur général. Et à l'issue de cette instruction, si le procureur général, comme cela vient d'être dit, décide de renvoyer l'affaire pour jugement, donc de juger l'affaire. Donc on a deux rôles, l'instruction et le jugement. Cette chambre donc s'inscrit dans une nouvelle pyramide en quelque sorte juridictionnelle qui n'existait pas jusqu'alors, puisque la Cour des comptes d'une part, la Cour de discipline budgétaire et financière d'autre part, n'avait pas de juge d'appel. Donc, quand la Cour des comptes concernant les comptes publics ou la CDBF concernant les justiciables qui relevaient d'elle avait l'occasion de rendre un arrêt, cet arrêt n'était susceptible que de recours en cassation devant le Conseil d'État. On a institué désormais une Cour d'appel, la Cour d'appel financière, qui a une composition originale puisqu'elle est composée dans des proportions identiques de magistrats de la Cour des comptes et de membres du Conseil d'État, et qu'elle comporte également des personnalités qualifiées qui sont souvent des inspecteurs généraux, parfois des préfets, parfois en tout cas des hauts fonctionnaires qui ont exercé des responsabilités importantes et qui généralement sont à la retraite au moment où ils sont nommés à la Cour d'appel financière, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact direct évidemment avec l'action administrative, mais qu'en même temps ils aient accumulé une expérience utile aux décisions prises par cette Cour. Alors cette Cour, pour l'instant, elle n'a pas eu beaucoup l'occasion de se réunir. C'est d'ailleurs un peu une surprise pour nous. On pensait qu'il y aurait beaucoup plus d'appels, dans la mesure où il y a beaucoup de choses nouvelles dans ce régime de responsabilité. En définitive, à ce jour, il n'y a eu qu'une seule décision de la Cour d'appel financière en janvier de cette année. Il devrait y en avoir d'autres dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, il est frappant de constater qu'il y a assez peu d'appels, alors même que c'est une garantie nouvelle, en quelque sorte, qui est donnée aux justiciables, et que cela semble témoigner du fait que enfin, du moins c'est comme ça qu'on l'interprète de manière peut-être trop optimiste, que les justiciables, finalement, ne sont pas exagérément choqués par les décisions qui sont prises en premier ressort, puisque ni eux-mêmes, ni leurs avocats n'envisagent dans la plupart des dossiers de former un appel devant la Cour d'appel financière. Donc, au-delà de la Cour d'appel financière, donc, on retrouve le Conseil d'État qui demeure donc le juge de cassation, mais qui donc n'interviendrait que dès lors qu'il y aurait déjà eu un appel devant la Cour d'appel financière et que l'une des parties, soit le procureur général, soit la partie qui serait éventuellement condamnée, souhaiterait aller au-delà et donc former un recours en cassation devant le Conseil d'État. Alors j'en viens aux règles de procédure. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans le détail de ces règles de procédure parce que ce n'est peut-être pas ce qui intéresse le plus aujourd'hui notre assistance, et puis c'est un peu complexe. De toute façon, vous aurez le document complet. Je vais essayer d'insister simplement sur quelques aspects, sur effectivement le rôle, finalement, au-delà donc, du ministère public qui nous saisit, le rôle du magistrat de la Chambre qui est chargé de l'instruction, qui est chargé d'instruire à charge et à décharge, donc qui n'est ni
finalement ni là pour accabler les personnes qui sont poursuivies, ni là au contraire pour les dédouaner, mais qui finalement doit de la manière la plus impartiale possible instruire son affaire. Et j'insisterai aussi sur les garanties qui sont offertes aux justiciables, qui sont nombreuses, qui tiennent à la fois à des questions d'organisation, notamment l'incompatibilité entre le rôle d'instruction et le rôle de jugement. Et puis le fait que les personnes poursuivies donc, peuvent prendre un avocat, peuvent accéder au dossier, peuvent demander à être entendues. Enfin, il y a toute une série de règles qui sont destinées à les protéger tout au long de l'instruction, tout d'abord, et du jugement ensuite. Donc là, c'est la partie qui concerne plus spécifiquement l'instruction. Donc vous voyez un petit peu les différentes étapes de cette procédure d'instruction. Une étape importante, c'est ce que l'on appelle la mise en cause. La mise en cause, c'est finalement l'équivalent dans la procédure pénale de la mise en examen. C'est-à-dire c'est le moment où finalement, par rapport à un réquisitoire du procureur général qui porte avant tout sur des faits, c'est-à-dire le procureur général est saisi de faits et lui-même décide de nous soumettre des faits, on va commencer à identifier des personnes auxquelles ces faits peuvent être imputables. Et donc c'est là que finalement le contentieux prend véritablement tout son sens, puisque tant que ce sont des faits, effectivement, ce ne sont pas des faits qu'on va juger. Et donc c'est à partir du moment où on identifie des personnes et qu'on peut leur imputer des responsabilités que le magistrat instructeur va décider donc d'adresser à ces personnes une ordonnance de mise en cause qui va donc leur apprendre qu'elles sont susceptibles de faire l'objet de cette procédure, leur donner l'occasion éventuellement de choisir un avocat si elles le souhaitent, leur donner accès au dossier, leur permettre d'être entendus, enfin l'ensemble des différentes garanties de procédure destinées à leur permettre de se défendre leur sont ouvertes à partir de cette étape-là. Donc c'est une étape évidemment très importante. Un point important également, c'est effectivement, comme je disais, l'accès au dossier. Et ce dossier est un dossier extrêmement complet, rigoureux, qui est établi par le greffe de la Chambre du contentieux, où tous les actes sont répertoriés, toutes les pièces qui sont déposées par les uns et les autres, par le ministère public, par les personnes qui se défendent, etc. Et à tout moment de la procédure, le ministère public et les personnes concernées peuvent accéder à ce dossier. Mais pas seulement une fois que l'instruction est terminée, donc c'est un peu un accès en temps réel pour pouvoir au maximum exercer ses droits à se défendre. La durée de l'instruction n'est pas déterminée par les textes en vigueur. Le texte ne font référence qu'à la notion de durée raisonnable, qui est notamment dans la Convention européenne des droits de l'homme ou dans des textes nationaux également. Nous avons essayé de donner un contenu malgré tout plus concret à cette notion de délai raisonnable en nous fixant à nous-mêmes, si je puis dire, un objectif qui est qu'en moyenne, l'instruction ne dure pas plus d'1 an. Bon, ça peut paraître long, mais enfin, il y a quand même un certain nombre d'étapes à respecter en faisant en sorte que ce délai soit en moyenne d'1 an. Alors, il y a des affaires pour l'instruction a duré beaucoup moins d'1 an, puisqu'il y a des affaires dont on a été saisi l'année dernière et qui sont déjà jugées. Donc forcément, la procédure a été beaucoup plus rapide que cela. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus complexes, pour lesquels ce sera sans doute plus d'1 an. Donc, c'est un objectif moyen. Mais cet objectif moyen permet globalement donc d'espérer juger, là aussi en moyenne, en 18 mois, ce qui peut paraître long, mais qui est quand même, comme ça a été évoqué tout à l'heure, nettement plus court que ce qui existait devant la Cour de discipline budgétaire et financière, puisqu'on a donné le chiffre 35 mois, moi j'avais suivi de 41 mois, enfin peu importe que ce soit l'un ou l'autre, ça dépend sans doute des années, mais enfin en tout cas c'était plutôt de l'ordre souvent de 3 ans, 4 ans, en moyenne. En moyenne, donc ça voulait dire qu'il y a des affaires où ce n'était pas 3 ans, 4 ans, mais plutôt 5, 6, etc. Donc là, si on peut arriver à rester, ce qui est le cas pour le moment, sur le respect de ces durées considéré comme raisonnable par nous, en tout cas de procédure, je pense qu'on aura déjà sur ce plan-là nettement progressé. Alors le ministère public a moins de chance que nous, si je puis dire, parce que lui, il a des délais qui sont fixés par les textes et qui, je le sais, sont assez contraignants pour son activité quotidienne, puisque effectivement, que ce soit au stade initial, au moment où il reçoit un déféré et il doit prendre position sur ce déféré en prenant ou non un réquisitoire, ou après la fin de l'instruction, au moment où il doit se déterminer pour savoir s'il classe l'affaire ou s'il décide de demander un complément d'instruction, ou encore s'il décide de prendre une décision de renvoi et d'aller au jugement, il n'a à ce moment-là, j'allais dire, que 3 mois. Alors ça peut toujours paraître long, 3 mois, mais en réalité, ce n'est pas si long que cela. Et ce sont quand même ces différents délais qui s'additionnent pour arriver au résultat final, qui est d'essayer donc de juger en premier ressort, en moyenne, en moins de 18 mois, ou en tout cas, aux alentours d'une moyenne de 18 mois.
Alors la séance, après la décision de renvoi, donc on arrive à un moment où il va falloir organiser la séance de jugement. Donc entre le moment où la décision de renvoi est prise et le moment où le jugement intervient, le délai est presque un délai obligatoire qui est de l'ordre de 5 à 6 mois. Alors pourquoi ? Parce que le ministère public dispose de 3 mois à partir du moment où l'instruction est close pour prendre la décision de renvoi. Et ensuite, les parties, donc notamment la défense, ont 2 mois pour présenter des mémoires pour se défendre. Donc 3 plus de 5, plus le temps matériel de tenir l'audience, on est presque obligatoirement à 6 mois entre la fin de l'instruction et le moment où le jugement se déroule. Donc le rôle des audiences est fixé par le président de la Chambre du contentieux. Et à ce moment-là, il y a toute une série de règles qui s'appliquent, dont certaines visent, là encore, à permettre aux parties de défendre le mieux possible leur point de vue, et notamment tant le procureur général que les personnes renvoyées devant la Cour peuvent demander la citation de témoins. Donc vous voyez qu'on est dans une procédure qui n'est pas, de ce point de vue-là, très éloignée de la procédure pénale, puisqu'on entend non seulement les personnes qui sont renvoyées devant la Cour, mais on peut entendre des témoins de l'accusation, des témoins de la défense. Et il y a des affaires ces derniers mois où on a entendu à la fois des témoins de l'accusation, des témoins de la défense. Donc vous voyez qu'on se retrouve dans un procès qui se déroule finalement d'une manière assez proche, en tout cas, ou assez familière pour ceux qui ont suivi des affaires relevant du juge pénal. Alors pourquoi ? C'est pas pour essayer de faire peur ou pour se rapprocher de ce que fait le juge pénal, c'est avant tout parce que tout ça correspond à des garanties. C'est-à-dire qu'il faut que la défense puisse avoir les mêmes garanties que lorsqu'elle a à se défendre dans le cadre d'une procédure pénale, et ces garanties sont assez étendues et exigeantes. Donc je passe sur les aspects qui sont importants, bien sûr, pour les personnes concernées, comme le fait de pouvoir demander à ne pas comparaître personnellement à l'audience ou de pouvoir demander, dans certains cas, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure. Enfin, tout ça n'est pas très, très original par rapport à d'autres procédures voisines que connaissent les juridictions judiciaires. Donc, déroulement de la séance proprement dite. Donc, la séance proprement dite se déroule en audience publique, puisque c'est un principe, là aussi, qui nous vient de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, depuis quelques années déjà, la Cour de discipline budgétaire et financière, la Cour des comptes, pratiquait l'audience publique. Évidemment, nous la pratiquons également. Et lors de cette audience publique, donc, on entend les différentes parties, éventuellement les témoins qui ont été cités. Et on respecte un principe très important, qui est que les personnes qui sont renvoyées devant la Cour ont le droit de s'exprimer, ont le droit aussi de se taire et de ne pas s'auto-incriminer en quelque sorte. Et enfin, elles ont le droit de s'exprimer en dernier. Donc c'est une règle là aussi qui s'applique devant toutes les instances répressives. Le procureur général, à la fin de l'audience, prononce ses réquisitions où il demande, le cas échéant, le prononcer d'un certain nombre d'amendes à l'égard des personnes renvoyées. Mais les derniers à s'exprimer, ce sont les personnes renvoyées et leurs défenseurs. Et ça, c'est un principe qu'on veille évidemment à faire respecter à la lettre dans le déroulement des audiences publiques. Ensuite, il y a donc un délibéré des juges qui, lui, n'est pas public. Et lorsque ce délibéré a débouché donc sur la prise d'une décision, soit unanime, soit majoritaire, eh bien, cette décision prend la forme d'un arrêt qui est prononcé généralement dans le mois qui suit le déroulement de l'audience publique. Donc voilà un peu pour ces procédures dont j'ai déjà évoqué un peu le délibéré. Les voies de recours, je les ai aussi déjà évoquées, c'est effectivement la Cour d'appel financière en cas d'appel et ensuite la possibilité de saisir le Conseil d'État en cassation. Il n'y a rien de nouveau à ce stade. Alors j'en viens maintenant un peu à notre activité. Alors pour l'instant, sur 18 mois, on avait arrêté un peu les compteurs à la fin du premier semestre 2024. On a maintenant quelques décisions et quelques mois de plus, mais enfin les choses n'ont pas été bouleversées de ce point de vue-là. Alors ça, c'est un peu le portefeuille, en quelque sorte, d'activité de la Chambre du contentieux. Vous voyez qu'il y a des affaires qui concernent ce qu'on appelle la RPP, c'est-à-dire la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. Vous allez me dire pourquoi, puisqu'elle a été justement supprimée. Alors elle a été supprimée, mais elle n'a pas été supprimée brutalement. Elle a été supprimée avec des dispositions transitoires. Et donc, dans un premier temps, en 2023, la Chambre du contentieux a en réalité jugé davantage d'affaires
concernant la responsabilité des comptables publics que d'affaires concernant le nouveau régime. C'est-à-dire qu'elle a fini en quelque sorte de traiter des affaires qui étaient en cours, pour lesquelles il aurait été regrettable évidemment que l'affaire soit brutalement interrompue, alors que même qu'il y avait déjà eu non seulement un réquisitoire, mais une instruction, et qu'on était déjà allé assez loin dans le processus, que ce soit d'ailleurs dans le cadre de la responsabilité des comptables publics, ou comme on le verra aussi dans le cadre des affaires concernant la Cour de discipline budgétaire et financière. Donc il y a des dispositions transitoires qui ont permis de terminer certaines affaires, mais finalement dispositions transitoires relativement exigeantes qui font que ça n'a pas quand même duré très longtemps, puisque finalement ça a été principalement le fait de l'année 2023, et en 2024, on va voir qu'on a maintenant assez peu d'affaires qui concernent ces dispositions transitoires. Donc en 2023, il y en a quand même eu un certain nombre. Vous voyez qu'il y a eu des appels notamment. Les appels, ce sont des appels sur les jugements des chambres régionales des comptes concernant les comptables publics. Et là, en l'occurrence, ça aurait été quand même très ennuyeux que les comptables publics ayant formé appel, on ne puisse pas juger l'appel au motif que le régime n'existait plus. Donc, il a bien fallu que ces appels soient examinés et soient jugés par la Chambre du contentieux en 2023. De même, il a fallu rejuger un certain nombre d'affaires concernant la responsabilité des comptables publics qui étaient allées jusqu'au Conseil d'État, où le Conseil d'État avait annulé, par exemple, un arrêt de la Cour des comptes, et où donc il y avait nécessité de rejuger l'affaire pour tenir compte de la décision prise par le Conseil d'État. Mais enfin, le point le plus important se situe quand même dans le haut de la diapositive, les affaires concernant le nouveau régime, la responsabilité financière des gestionnaires publics, et notamment les deux dernières lignes, où on voit le nombre d'affaires qui concernent des réquisitoires pris en 2023 ou des réquisitoires pris en 2024. Et vous voyez que finalement, ça fait quand même 63 affaires sur 83, que donc en réalité, ce qui fait notre travail aujourd'hui, ce sont principalement des affaires dont le point de départ au niveau des poursuites du parquet se situe depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance et non pas des affaires relevant de dispositions transitoires. Alors vous avez les deux dernières lignes qui sont intéressantes aussi parce qu'on voit bien effectivement comment les choses sont en train d'évoluer. En 2023, donc on avait 5 affaires concernant le nouveau régime, qui sont toutes des affaires qui venaient de la Cour de discipline budgétaire et financière et que nous avons terminées, et puis encore beaucoup d'affaires du régime de responsabilité des comptables. Et en 2024, les proportions s'inversent, puisque bon, depuis on a 2 arrêts de plus, qui sont aussi des arrêts sur le nouveau régime de responsabilité, donc on est à 10 d'un côté, 2 de l'autre. Donc en fait, on voit bien que les dispositions transitoires sont en train de s'achever et que l'on est en train de basculer complètement dans le nouveau régime de responsabilité. C'est ce qui est exprimé également ici, où c'est présenté d'une autre manière, où on dit qu'effectivement, parmi les dossiers qui sont aujourd'hui à l'instruction, effectivement, il ne reste plus qu'une affaire concernant le régime de responsabilité des comptables publics, qui est d'ailleurs une affaire de gestion de fait, donc qui ne concerne pas un comptable patent, comme on dit, mais des comptables de fait potentiels. Et puis, il reste encore une demi-douzaine d'affaires qui ont été transférées de la Cour de discipline budgétaire et financière et qui ne sont pas à ce jour terminées. Mais enfin, ça commence sur le stock, si je puis dire, d'affaires en cours à représenter des proportions relativement limitées. Alors, on a un certain nombre de problèmes qui se posent, mais dans lesquels je n'entrerai pas parce que ce serait assez complexe sur la question de l'application de la loi dans le temps, c'est-à-dire comment on s'accommode du fait que les règles ont changé, comment ça s'applique, comment ça bénéficie, la plupart du temps d'ailleurs à la défense, puisque généralement la défense bénéficie des règles nouvelles quand elles lui sont plus favorables et ne peut pas se voir opposer des règles anciennes qui n'existent plus. Enfin, donc généralement le processus est un peu asymétrique et il est toujours en faveur de la défense, ce qui est tout à fait normal, bien entendu. Alors les premières affaires qui sont jugées sont intéressantes. Alors j'ai essayé de prendre quelques points pour essayer d'en montrer l'intérêt. Il n'y en a pas énormément, comme vous l'avez vu, mais enfin quand même on arrive maintenant à 15 ou 16, donc ce n'est pas complètement négligeable malgré tout. Hein. Sur l'ensemble de son histoire, je crois que la Cour de discipline budgétaire et financière rendait en moyenne 3,5 arrêts par an. Donc on n'est pas à un niveau considérable, mais on a un niveau qui est quand même un petit peu plus élevé. Donc première chose qui est très importante, je vais prendre cet exemple parce qu'il est très illustratif, c'est le fait que, contrairement à ce qui existait auparavant, il est possible dans une même affaire d'examiner la responsabilité de l'ensemble des acteurs, et notamment, quand c'est le cas, de l'ordonnateur et du comptable ou des collaborateurs de l'ordonnateur et du comptable, parce que parfois ce ne sont pas forcément les titulaires, mais ça peut être des personnes placées sous leur autorité, bénéficiant de délégation. Et il y a une affaire qui est intéressante de ce point de vue-là, qui a déjà fait couler pas mal d'encre, c'est l'affaire du département de l'Eure. L'affaire du département de l'Eure, c'est une affaire d'escroquerie
subis par le département de l'Eure. Et évidemment, les personnes que nous avons eu à juger, nous, ce ne sont pas les escrocs. Les escrocs, ils relèvent, le cas échéant, du juge pénal, mais ils ne relèvent pas de la justice financière. Donc les personnes qui nous ont été renvoyées, ce sont les fonctionnaires qui ont effectivement été conduits à prendre des décisions dont le parquet général estimait qu'elles n'étaient soit pas régulières, soit trop imprudentes, etc., qui ont conduit à ce que l'escroquerie fonctionne là où elle n'a pas fonctionné dans d'autres collectivités, d'autres établissements publics, où davantage de précautions, le cas échéant, étaient prises. Et alors, ce qui est intéressant du point de vue de l'évolution des régimes de responsabilité, c'est que si cette affaire avait été jugée antérieurement au 1er janvier 2023 ou jusqu'au 31 décembre 2022, il n'y aurait probablement eu qu'un seul responsable dans cette affaire, de notre point de vue à nous. Ça aurait été le payeur départemental. Le payeur départemental, qui à la date où les faits sont produits était en congé, aurait été mis en DB de 700 ou 800 000 euros, montant de l'escroquerie, au motif qu'il était responsable de son poste du 1er janvier au 31 décembre et que peu importait finalement que ce soit ses collaborateurs ou lui qui soit à l'origine des paiements, c'était toujours lui le responsable du poste. Ça, c'est ce qui se serait passé avant. Et ce qui s'est passé finalement lorsque cette affaire a été jugée, c'est que le payeur départemental n'a même pas été renvoyé devant la Cour par le procureur général, qui estimait que finalement il n'avait aucune responsabilité personnelle dans cette affaire, que non seulement il n'était pas là, qu'il n'était pas au courant, et qu'on ne pouvait pas lui imputer des carences dans l'organisation qui pourraient éventuellement lui aboutir à ce qu'on lui reconnaisse une responsabilité indirecte dans cette affaire. Et donc finalement, les deux personnes qui ont été poursuivies, renvoyées, puis condamnées à des amendes relativement faibles par rapport au montant du préjudice, mais qui quand même ne sont pas complètement anodines dans l'absolu, ont été d'un côté l'adjoint du payeur départemental, qui est la personne qui a payé, et de l'autre côté, le responsable qui remplaçait le directeur du département qui aurait dû normalement exercer cette compétence, mais qui n'était pas là lui non plus, et qui donc finalement avait délégué pendant les congés ses responsabilités à l'un de ses collaborateurs. Donc, en fin de compte, des personnes qui, en tout cas dans le régime antérieur, n'auraient pas été concernées, et qui désormais le sont. Et qui, d'une certaine façon, sont ceux qui se trouvaient, alors après on peut discuter sur leur degré de responsabilité, sur les circonstances atténuantes, etc. Et donc on a essayé de tenir compte de tout ça. Mais en tout cas, ceux qui se trouvaient être là et avoir eu concrètement la possibilité de faire quelque chose. Et non pas quelqu'un qui n'aurait pas été là, qui aurait eu la possibilité de rien faire, mais qui aurait quand même été éventuellement mis en DB malgré tout. Bon, je ne développe pas le Gazélec de Péronne, mais Gazélec de Péronne, c'est une affaire très différente, c'est une affaire de production de comptes. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'on a eu l'occasion de s'intéresser à la fois à la responsabilité du directeur de la régie, mais également du comptable public, qui se trouvait en même temps être le directeur financier, en considérant qu'ils portaient l'un et l'autre une part de la responsabilité dans la production d'un compte, comme disait Serge Barichard, qui certes avait été produit, mais qui présentait des défaillances telles qu'on a considéré que c'était un peu comme s'il ne l'avait pas été en réalité. Donc, partage de responsabilité, là aussi, c'est sur ce plan-là que ça me paraissait intéressant. Alors le préjudice financier, c'est effectivement une notion qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires, et c'est normal, puisqu'elle est totalement nouvelle et qu'elle est assez centrale dans le dispositif. Je crois que la Chambre du contentieux s'est montrée exigeante dans la définition d'un préjudice, dans la démonstration du fait qu'il existait un préjudice. Certains ont pu trouver qu'elle s'était montrée trop exigeante. D'ailleurs, le procureur général a formé un appel contre la première décision rendue par la Chambre en estimant qu'on avait fait une appréciation sans doute trop bienveillante ou trop restrictive de cette notion. Et c'est vrai que cette notion étant nouvelle, on peut avoir différentes façons de l'appréhender. Donc effectivement, exigeante quant à la démonstration d'un préjudice, mais en revanche, une fois qu'on a démontré qu'il existait véritablement un préjudice, relativement extensive par contre, sur la façon dont on estime que l'on peut caractériser ce préjudice de significatif. Alors notamment, on a retenu des préjudices qui ne sont que très probables, qui ne sont pas forcément totalement avérés, ou qui parfois sont en partie avérés et en partie très probables, c'est-à-dire qu'ils sont déjà avérés à un certain niveau et puis qui risquent de s'aggraver encore dans des proportions très importantes. Pour prendre un exemple qui est cité là, CCMB, c'est la Caisse de crédit municipal de Bordeaux. La Caisse de crédit municipal de Bordeaux, c'est une affaire donc, de prêt consenti dans des conditions, disons pour faire simple, imprudentes, un certain nombre de personnalités du monde des arts et de la culture, et donc qui ont abouti à des pertes financières dont on peut estimer qu'elles sont d'ores et déjà de l'ordre
de 4 à 5 millions d'euros, mais qu'elle pourrait dépasser dans quelques années probablement les 10 millions d'euros. Donc on a considéré que c'était un préjudice significatif, même si l'on ne pouvait pas arriver à dire au jour d'aujourd'hui que ce préjudice était de tel montant, parce qu'il y a un montant qui, à la limite, va être évolutif, qui n'est pas parfaitement fixé. Même chose pour la régie des parkings de Bordeaux, la Parcube, c'est les parkings de la communauté urbaine de Bordeaux, où là aussi, il y a un préjudice qui est déjà établi à un certain niveau, mais qui pourrait prendre des proportions encore plus importantes et qui nous a paru significatif au stade où nous en sommes. Deuxièmement, ce préjudice significatif, on a considéré que la loi, qui est quand même assez exigeante pour le procureur général et pour nous, parce qu'effectivement, elle fixe quand même une cascade de conditions. Il faut qu'il y ait une infraction à des règles, il faut que cette infraction à des règles aboutisse à commettre une faute grave, il faut que cette faute grave entraîne un préjudice financier significatif, et l'ordonnance ajoute même que ce préjudice financier significatif doit être apprécié par rapport au budget de l'organisme, ou par rapport à la fraction de ce budget qui est sous la responsabilité de la personne qui est renvoyée. Et donc on a considéré que pour autant, mais ce sera soumis peut-être un jour au juge d'appel ou au juge de cassation, que pour autant l'ordonnance ne nous disait pas que c'était un pourcentage déterminé de ce budget ou que c'était un montant déterminé en dessous duquel il ne fallait pas descendre, et que donc le juge, à travers sa jurisprudence, conserve un pouvoir d'appréciation sur ce qu'il estime être significatif ou pas par rapport au montant du budget. Et donc, dans certains cas, effectivement, on a considéré que des sommes étaient significatives sans nécessairement qu'elles représentent un pourcentage, puisque la notion de pourcentage n'existe pas dans le texte, un pourcentage très élevé de ce budget. On parlait du département de l'Eure tout à l'heure, préjudice 700, 800 000 euros. Dans le budget d'un département, c'est 0, je ne sais pas combien, enfin la défense n'a pas manqué de le noter, en tout cas une fraction très très limitée. En revanche, si on allait demander aux contribuables qui abondent le budget du département si 700 ou 800 000 euros c'est négligeable, probablement qu'ils considéraient que c'est significatif. Donc c'est une question d'appréciation qui n'est pas forcément d'une évidence absolue. Je crois que le point important, c'est de prendre comme référence le budget. C'est-à-dire que le budget d'un département, ce n'est pas le budget de la commune de Saint-Eulalie-en-Born, qui était de 1 million et quelques d'euros globalement, et dans lesquels on pouvait considérer que 40 000 euros, c'était déjà une somme significative. C'est vrai que dans un département, sans doute pas. Donc, effectivement, la référence au budget de l'organisme reste importante, mais on n'a pas considéré que pour autant elle se traduise ni par un montant absolu, ni par un pourcentage absolu. Alors, il y a effectivement un domaine dans lequel cette exigence du préjudice financier significatif aboutit pour le moment à ce qu'aucune affaire n'ait pu aboutir à une condamnation, c'est le domaine de la commande publique au stade de la passation. Et c'est regrettable. Alors c'est peut-être favorable pour les justiciables à ce stade, mais c'est peut-être regrettable sur un plan plus global. Parce que finalement, la difficulté, c'est que si, dans un organisme, vous avez là l'exemple par exemple de FMM, c'est France Média Monde, qui était donc une société de l'audiovisuel public, qui est toujours d'ailleurs, dans laquelle, à une certaine époque, il y avait des défaillances systémiques assez prononcées concernant le non-recours à la concurrence. Donc il y avait énormément de commandes qui étaient passées sans avoir recours à la concurrence, ce qui est évidemment irrégulier, ce qui est évidemment grave. Enfin, évidemment, en tout cas, c'était notre appréciation que c'était grave, surtout dans la mesure où c'était répété, justement, et où ça portait sur des montants significatifs. Mais en revanche, comment démontrer que cette faute grave aboutit à un préjudice financier significatif ? Autrement dit, comment démontrer que le fait de ne pas faire appel à la concurrence aboutit nécessairement à un préjudice ? On peut le supposer sur un plan un peu des principes, un plan philosophique, en disant c'est bien parce qu'on fait appel à la concurrence, parce qu'on espère avoir des conditions meilleures. Mais de là, dans un régime répressif, à dire qu'on a un préjudice, et a fortiori qu'il est significatif par rapport au budget de l'organisme, c'est un peu compliqué. Et c'est un peu dommage parce que autant cette infraction donc, est de ce point de vue-là limitative, autant l'infraction pénale qui est sa cousine et qui est le délit de favoritisme ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il est plus facile de caractériser le délit de favoritisme qu'il n'est facile de démontrer l'existence de cette infraction. Donc, attendons la suite, mais il n'est pas complètement impossible que, pour le coup, un certain nombre d'affaires qui auraient pu être jugées dans le cadre de la justice financière se trouvent donc reportées ou renvoyées vers le juge pénal, ce qui n'est sans doute l'objectif de personne, tant qu'on est face à des affaires qui ne se traduisent pas par un enrichissement personnel ou par quelque chose qui porte atteinte à la probité. Alors, autre notion
tout à fait nouvelle et assez centrale, c'est la notion d'intérêt personnel direct ou indirect, qui est une notion qui était absolument inconnue jusque-là de notre régime de responsabilité des comptables publics, qui était également inconnue du régime que connaissait la Cour de discipline budgétaire et financière, et qui est maintenant associée à la deuxième grande infraction dont on a hérité de la CDBF. Les deux infractions, comme le disait Serge Barichard, qui donnaient lieu à l'essentiel du contentieux de la CDBF, c'était l'infraction aux règles d'exécution des recettes et des dépenses dont on vient de parler, et qui est devenue donc maintenant cette infraction associée au préjudice financier significatif, et puis d'autre part, donc l'octroi d'un avantage injustifié à autrui, à l'époque associé d'ailleurs à une notion de préjudice, mais qui n'était pas forcément significatif, et qui désormais est donc associé à cette notion d'intérêt personnel direct ou indirect. Donc, sur ce plan-là, on a un certain nombre de décisions qui ont déjà été prises et qui se sont efforcées de définir finalement dans quel cas on pouvait considérer qu'il existait un intérêt personnel direct ou indirect. Et effectivement, là aussi, il faudra sans doute attendre un peu plus de décisions pour avoir une vision précise de cette notion. On a notamment eu le cas du département de la Haute-Saône, où était renvoyé devant nous le président du conseil départemental pour avoir réquisitionné le comptable public afin de payer un certain nombre de sommes liées au départ d'une de ses principales collaboratrices, dans des conditions qui apparaissaient irrégulières, qui nous ont paru constituer effectivement là aussi quelque chose de suffisamment grave, même si la notion de gravité n'apparaît pas stricto sensu dans cette infraction-là, et surtout qui est apparu comme effectivement associé à un intérêt personnel indirect, alors pas direct parce qu'effectivement il ne s'agissait pas de s'enrichir soi-même, mais indirect dans la mesure où il s'agissait finalement à travers cette irrégularité de favoriser quelqu'un avec lequel l'élu en l'occurrence avait des liens professionnels à la fois anciens et étroits, ce qui nous paraissait suffisant pour caractériser cet intérêt personnel indirect. D'ailleurs, dans le domaine pénal, il y a aussi un certain nombre d'infractions qui parlent d'intérêt personnel, et généralement, l'intérêt personnel est défini de manière relativement extensive. Ce n'est pas forcément l'intérêt financier, ça peut être un intérêt moral, ça peut être un intérêt de toute nature. En l'occurrence, le procureur général dans l'affaire du département de la Haute-Saône nous avait également présenté l'existence possible d'un intérêt politique qu'on a estimé insuffisamment démontré, mais c'est une appréciation qui aurait pu éventuellement être discutée. Donc effectivement, c'est un début de commencement de définition, mais il faudra sans doute évidemment plus d'exemples pour arriver à cerner cette notion. On a également dans deux affaires déjà eu à se poser la question de savoir si l'on pouvait poursuivre un intérêt personnel lorsqu'on était le représentant d'un organisme et que finalement on était conduit à travers d'autres fonctions exercées dans un autre organisme à avantager l'organisme qu'on représentait. Et on a considéré que oui, que ça pouvait être aussi considéré comme un intérêt personnel indirect. Bon, là aussi, puisqu'il ne s'agit pas non plus d'enrichissement de la personne concernée elle-même. Le recouvrement des recettes. Alors, le recouvrement des recettes, c'était une donnée très importante, bien sûr, du régime de responsabilité des comptables publics. Je n'ai pas besoin d'y insister, puisque c'est une de leurs grandes prérogatives, de recouvrer les recettes publiques. Et donc, on a commencé à appréhender ce sujet, alors de manière assez surprenante ou un peu paradoxale, pour l'instant, à travers des exemples dans lesquels ce n'est pas le comptable public qui est poursuivi. Et notamment dans l'affaire des parcs de la communauté urbaine de Bordeaux, en réalité, la personne qui était poursuivie était du côté de l'ordonnateur et gérait la régie de recettes des parcs de Bordeaux, de même que le dirigeant finalement de l'organisme lui-même, et non pas le comptable public. Pourquoi ? Parce que c'était des affaires dans lesquelles les titres de recettes n'étaient pas émis. Donc effectivement, la responsabilité du comptable public, elle était encore un peu virtuelle ou à venir. C'était principalement la responsabilité de ceux qui n'émettaient pas les titres. Et en l'occurrence, là aussi, on retrouve l'idée de faute grave, parce que ce n'était pas évidemment un titre par-ci, par-là, c'était un très grand nombre de titres pour des sommes relativement significatives là aussi. Donc on a eu plus récemment l'affaire de Sainte-Eulalie-en-Born, dont on a un petit peu parlé aussi, qui est une affaire aussi de recouvrement de recettes qui a impliqué cette fois-ci une secrétaire de mairie et non pas un comptable public. Bon, et on aura forcément un jour ou l'autre aussi des affaires concernant les comptables publics. Enfin, tout ça pour dire que ce contentieux concernant le recouvrement de la recette, ça n'est plus
uniquement une affaire de comptable public. Et d'ailleurs, ça correspond bien d'ailleurs à une chose que j'entends depuis très très longtemps dans la bouche des comptables publics et de ceux qui les représentent, qui est de dire, mais finalement, si on a des difficultés dans le recouvrement, c'est souvent parce que les titres n'ont pas été émis suffisamment tôt ou dans de mauvaises conditions, etc. Et finalement, nous sommes les seuls à porter à la fin la responsabilité de ce qui se produit. Ben, tel n'est plus le cas désormais. Il peut y avoir maintenant un partage de responsabilité, voire une responsabilité exclusive d'autres acteurs. L'obligation de produire les comptes, bon, j'en ai un petit peu parlé, c'est un sujet là aussi en soi, bon, je ne vais pas être trop long, parce que j'ai peut-être déjà été un peu trop long à ce stade-là. Le point important, comme l'a dit Serge Barichard, c'est que ce ne sont plus nécessairement les comptes publics, ce sont tous les comptes. Donc ça peut concerner les comptes effectivement d'associations, les comptes de sociétés à caractère commercial, etc. Donc c'est là aussi, où on connaissait un régime d'amende pour retard dans la production des comptes qui pesait sur les seuls comptables publics, on a maintenant un régime qui peut concerner aussi bien les dirigeants de toute nature que, bien sûr, les comptables publics quand ça les concerne. Et enfin, donc, relance de la procédure de gestion de fait, ce qui était une prédiction des universitaires qui s'étaient penchés sur notre système, parce qu'effectivement, la procédure de gestion de fait était devenue difficile à mettre en œuvre compte tenu notamment de sa durée, de sa complexité. Et là, on a une procédure qui est quand même beaucoup plus simple, puisqu'il s'agit finalement d'examiner si l'infraction a été commise ou pas, d'apprécier les circonstances et de prononcer ou non une amende. Et donc, on a rendu la semaine dernière premier arrêt donc, concernant une gestion de fait dans le nouveau régime de responsabilité. L'inexécution de décisions de justice, donc, comme le rappelait le premier avocat général, jusqu'à une période récente, c'était principalement une activité de juge de paix, si je puis dire, du parquet général, qui essayait à l'amiable de convaincre les personnes qui se trouvaient à l'origine d'une exécution prolongée que cela cesse et que la décision soit exécutée. Ça reste très largement vrai encore aujourd'hui, mais une demi-douzaine de réquisitoires ont été pris là où on avait connu au cours des 40 dernières années, je crois, un seul. Donc il y a quand même un changement de braquet, comme diraient les cyclistes. Et donc là encore, hein, ce n'est pas un contentieux de masse, mais enfin, quand on passe de 1 en 40 ans à 6 en 1 an, c'est quand même une petite évolution. Certaines de ces affaires, après instruction, ont été finalement classées. Et d'autres ont fait l'objet d'ores et déjà de jugements. C'est le cas notamment pour la commune d'Ajaccio, l'hôpital de Marie-Galante, qui avait en commun, par-delà leur très grande différence par ailleurs, qui avait en commun d'être 2 cas d'inexécution qui duraient, je crois, dans les 2 cas depuis plus de 10 ans. Donc des cas tout à fait hors normes qui ne relevaient plus de la justice de paix, mais quand même d'un coup de semonce donné par voie de jugement. Et on en a d'autres qui seront jugés dans les temps qui viennent. Et puis on a les fameuses infractions budgétaires et comptables dont parlait Serge Barichard, qui ont été parfois qualifiées d'infractions formelles, mais qui tiennent une place aussi non négligeable dans notre jurisprudence, l'engagement de dépenses sans habilitation suffisante, le fait de ne pas respecter les compétences notamment du contrôle général économique et financier pour les organismes qui en relèvent. Ce sont effectivement des infractions qui ont été à plusieurs reprises également sanctionnés au cours des mois qui viennent de s'écouler. Et je crois que je suis ainsi arrivé au terme d'une présentation sans doute trop longue, mais je vous remercie de votre attention.